bonsoir, bienvenue dans Interdit d'interdire. La 5e République fête ses 60 ans, mais après 24 révisions, que reste-t-il de la Constitution approuvée par les Français le 28 septembre 1958 et que reste-t-il de l'esprit d'origine? Pour en débattre, nous avons invité Henri Guénaud, conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, député de 2012 à 2017. Vous êtes l'auteur, entre autres livres, de De Gaulle au présent, paru en 2015 au Cherche Midi. La Constitution ayant été modifiée 24 fois depuis 60 ans, notre pays a-t-il gagné ou perdu pour vous, Henri Guénaud? Je crois que toutes les révisions de la Constitution ont été mauvaises. C'était une très bonne Constitution, extrêmement cohérente. On pouvait en récuser l'esprit, mais en tout cas, elle avait pour elle la force de la cohérence et elle avait pour elle de permettre à la France d'être gouvernée, ce qui était difficilement le cas depuis le début de la Troisième République. Voilà, c'était le but du général de Gaulle, d'ailleurs, rendre la France gouvernable et inventer un parlementarisme rationalisé, comme on disait à l'époque. On a depuis cessé de l'abîmer à la fois par les révisions constitutionnelles, à mon avis inappropriées, et par ce que j'appellerais une multiplicité de sortes de coups d'État juridiques, le Conseil constitutionnel en 71, puis dans l'ordre juridique interne, dans les rapports entre l'ordre juridique interne et externe, la Cour de cassation en 75, le Conseil d'État en 89, qui ont modifié profondément la manière dont les institutions en France fonctionnaient. Voilà, il ne faut pas regarder que la texte de la Constitution, il faut regarder aussi ce qu'il y a autour. Dominique Rousseau, vous êtes professeur de droit constitutionnel à la Sorbonne, vous êtes l'auteur de La 5e République se meurt, vive la démocratie, c'était en 2007, et de Radicaliser la démocratie, qui a été réédité en poche en 2018 dans la collection Point. Alors, ces 24 révisions de la Constitution, un progrès pour vous, ou au contraire? Alors, je vais faire plaisir à Henri Guénaud. Le progrès, je le vois précisément dans la garantie des droits. C'est-à-dire, s'il y a eu coup d'État, c'est un coup d'État démocratique, puisque le Conseil constitutionnel, qui, en 1958, était un nain institutionnel, personne n'en parlait, est devenu aujourd'hui un élément essentiel du système de production de la volonté générale. Il a lui-même introduit la déclaration de 1789 parmi les instruments de contrôle de la loi. Et puis le président Giscard d'Estaing a étendu à 60 députés, 60 sénateurs la possibilité de saisir le Conseil. Et le président Sarkozy a introduit la question prioritaire de constitutionnalité qui permet à tout justiciable, de contester la constitutionnalité de la loi qu'on veut lui appliquer. Autrement dit, s'il y a un progrès, qui pour moi est inachevé, s'il y a un progrès, c'est dans une meilleure prise en compte des droits et du respect des droits. Parce que pour le reste, le général de Gaulle a dit en 58, il faut mettre fin à la diarchie au sommet de l'État. Depuis 1958, il y a toujours une diarchie. Il y a eu des problèmes entre de Gaulle et Debré, il y a eu des problèmes entre de Gaulle et Pompidou. Entre le président et son Premier ministre. Absolument, il y a eu des problèmes entre Pompidou et Chaban, il y a eu des problèmes entre Giscard et Chirac, il y a eu des problèmes entre Mitterrand et Rocard, il y a eu des problèmes entre Nicolas Sarkozy et Fillon, il y a eu des problèmes entre Hollande et Valls, il y a peut-être actuellement des problèmes entre Macron et Édouard Philippe. Autrement dit, il y a à la tête de l'État une diarchie qui fonctionne, et là je vous retrouverai, qui fonctionne contrairement au texte, puisque le texte dit il n'y a qu'un seul capitaine, le Premier ministre, qui détermine et conduit la politique de la nation. Non pas qu'il la conduit, mais qu'il la détermine. Si on regarde le vocabulaire, détermine, ça veut dire définir. Et l'article 5 dit le président est un arbitre. C'est pas moi qui le dis, c'est l'article 5. Donc un capitaine qui joue et un arbitre qui regarde le jeu. Et depuis 58, l'arbitre joue et le capitaine est un collaborateur, pour reprendre les formules célèbres, qui étaient déjà celles de Pompidou. Jacques de Saint-Victor, historien du droit, professeur à l'université Paris 13. Vous venez de publier chez Economica avec Thomas Brantôme une histoire de la République en France, des origines à la 5e République. Pour vous, toutes ces révisions, un progrès ou pas? Si toutes ces révisions étaient un progrès, on ne se retrouverait pas aujourd'hui dans cette situation où on se pose justement cette question. Récemment, l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, se demandait mais comment, avec les institutions de la 5e République, nous nous retrouvons quasiment dans les situations de ce que jadis on appelait le bas empire républicain.
C'était un mot de René Capitan pour désigner la Troisième et la Quatrième République. Donc c'est très bizarre, en effet, et je ne crois pas, enfin je vais vous décevoir, parce que je ne crois pas que les questions soient véritablement institutionnelles. Aujourd'hui, la crise et les crises que nous traversons sont des crises beaucoup plus profondes. La question institutionnelle est importante. On voit en effet que malgré les meilleures institutions qu'on puisse avoir, on ne peut pas nécessairement tout faire. Donc il faut chercher un petit peu en dehors de cette question. Et je pense que la question de la crise de confiance par rapport à la démocratie, la question de la crise du politique aggravée, même si c'est un avantage par moment, par cette conquête des droits qui réduit la sphère du politique, tous ces éléments-là, il y en aurait bien d'autres, on en parlera, font qu'il y a aujourd'hui une véritable défiance des citoyens vis-à-vis des institutions. Mais je ne pense pas, je redis, que ça soit nécessairement la Ve République en elle-même, même si, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, à commencer par la première des révisions, celle de 1962, qui est peut-être finalement aujourd'hui... Qui a instauré l'élection du président au suffrage universel. Absolument. Jusque-là, il était élu par des grands électeurs. Un des éléments sur lesquels on pourra discuter. Yves Saint-Omer, professeur en sciences politiques à l'Université Paris 8. Vous êtes l'auteur d'une petite histoire de l'expérimentation démocratique. C'était sous-titré « Tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours ». Ce qui pourrait renouveler, disiez-vous, nos démocraties fatiguées. C'était en 2014 à la découverte. Donc, si la démocratie est fatiguée, ce n'était pas forcément un progrès, toutes ces révisions qu'a subi la Constitution de 58 ? Je crois qu'on avait une mauvaise Constitution et qu'on continue à avoir une mauvaise Constitution. Une mauvaise Constitution parce qu'elle instaurait effectivement une gouvernabilité, mais une gouvernabilité sans contrepoids. Et aujourd'hui, on voit que les pays qui s'en tirent le mieux économiquement, par exemple, sont des pays plutôt fédéraux, avec des forts contrepoids. Ce n'est pas le cas de la France. Et puis, l'autre anomalie démocratique par rapport à nos voisins, c'était le fait que la même personne incarnait la nation et la dirigeait en termes de direction réelle du gouvernement. Il n'y a aucun autre exemple dans les pays européens voisins. Et s'il y a un exemple un peu de ce type dans les systèmes présidentiels d'Amérique latine, le contrepoids que représente le législatif y est autrement plus important. Alors après, les révisions, elles ont pu, pour certaines, être cosmétiques, pour d'autres, apporter plutôt du mal. Par exemple, le fait de lier les élections législatives à l'élection présidentielle quelques semaines après les présidentielles empêche la cohabitation, qui était plutôt une bonne chose, appréciée des Français. D'autres révisions ont été positives. Je rejoins tout à fait Dominique Rousseau sur la montée en puissance du Conseil constitutionnel et de cette garantie des droits qui aujourd'hui est bien plus importante qu'elle ne l'était lorsque la Ve République a été adoptée. On pourra adopter l'objectif de l'égalité entre hommes et femmes dans la représentation politique, qui constitue quelque chose d'important, la référence à la charte de l'environnement, qui constitue un pas en avant important. Donc il y a eu des pas en avant. Mais il n'en reste pas moins qu'on reste avec une mauvaise constitution. Alors arrêtons-nous un instant sur cette révision que vous venez de citer, quand on a porté d'abord le mandat à 5 ans et qu'ensuite on a fait voisiner l'élection législative qui vient juste après l'élection présidentielle, c'était en 2000, c'était la volonté de Jacques Chirac à l'époque. Qu'est-ce qu'on y a perdu là, Henri Guénaud ? Mais cette réforme elle est totalement à l'encontre de l'esprit des institutions. L'esprit des institutions, et en particulier de l'institution présidentielle, c'était que le président était dans un temps différent de celui de l'action gouvernementale. Un temps long. Un temps plus long. Et que, alors vous me direz que ça dépend évidemment de ceux qui exercent ce mandat, mais l'idée c'était que le président était dans un temps plus long, il s'occupait de l'essentiel, il dirigeait, mais en sachant lui-même réfréner ses ardeurs vis-à-vis du gouvernement. Et le décalage entre les deux permettait effectivement des respirations, c'est-à-dire qu'au cas où les Français, au moment de l'élection législative, avaient envie de censurer le pouvoir en place, la majorité, mais changer de majorité. Or, on s'est aperçu à cette occasion-là, parce qu'on n'en avait peut-être pas assez conscience, que la Ve République est un régime parlementaire, rationalisé, mais parlementaire. Moi, je me souviens d'une discussion avec Michel Debré à ce moment-là, où beaucoup
de gaullistes soi-disant orthodoxes disaient mais c'est scandaleux la cohabitation. Je disais mais non, c'est dans la Constitution, c'est dans l'esprit des institutions. Donc il y avait deux respirations en réalité, celle-ci et puis la capacité du président à rester dans l'essentiel et de temps en temps à mettre en jeu sa responsabilité, comme l'a fait le général de Gaulle à plusieurs reprises avec le référendum. Et ça permettait de respirer et de garder cette idée que, au fond, je sais que c'est une expression qui aujourd'hui n'est pas très bienvenue, mais au fond, il s'agissait bien d'une monarchie républicaine. Et un monarque, c'est quelqu'un qui n'a, et républicain a fortiori, qui n'a que des devoirs. Et qui est là pour supporter à la fois une partie de la charge de diriger les affaires du pays et en même temps une charge symbolique très très lourde. Voilà, le problème de cette constitution, s'il y en a un, c'est de trouver des personnages qui soient à la hauteur de cette fonction et qui sachent ne pas en abuser. Alors, juste une remarque quand même, vous disiez que les pays qui marchaient le mieux, c'était les pays fédéraux. Alors, en termes de démocratie, aujourd'hui, c'est magnifique, parce que c'est fou ce que la démocratie allemande marche bien aujourd'hui. C'est ce qui se passe d'ailleurs en Saxe, c'est fait pour rassurer tout le monde sur l'avenir de la démocratie allemande. La société allemande est certainement une société qui se porte très très bien. Allez donc voir les Allemands comme ils se portent bien. Enfin, c'est une société ravagée par... elle a des grands indicateurs macroéconomiques qui fonctionnent très bien. Simplement, elle est ravagée par la précarité, elle a des taux de pauvreté plus importants qu'ailleurs, et on voit monter les extrêmes. Quant aux États-Unis, je vous fais pas un dessin. C'est extraordinaire ce que le visage de Trump incarne aujourd'hui la réussite absolue du système démocratique américain. D'autre part, il s'agit d'une question d'histoire. Il y a des pays qui ont une histoire fédérale parce qu'ils ont été formés à partir d'États qui préexistaient, puis d'autres qui ne sont pas formés de cette manière. C'est le cas de la France. Voilà. Je ne crois pas aujourd'hui, avec une France ramenée à ses principautés du Moyen-Âge, la démocratie française se porterait mieux. Et enfin, pour finir sur la remarque faite par mon voisin, bien entendu, la crise du politique, ou la crise de la politique, ou la crise de la démocratie n'est pas liée directement à nos institutions, parce que si c'était le cas, ça irait très bien ailleurs et pas du tout bien chez nous. Or, ça va mal dans toutes les sociétés occidentales, dans toutes les démocraties occidentales. Et quand je dis mal, c'est très mal. Et elles ont toutes des institutions très très différentes. Il faut donc s'interroger sur ces causes et arrêter de penser que la réponse est toujours une réponse institutionnelle. Voilà, on peut discuter sur le tirage au sort, c'est très stimulant, ou sur la réforme des institutions. Est-ce qu'il faut garder le Premier ministre? Est-ce qu'il faut le supprimer? Très bien, mais c'est pas que ça... Je ne dis pas que ça ne changera rien, je dis simplement que la crise à laquelle nous sommes confrontés, elle a des causes qui sont beaucoup plus profondes et qui ne se résoudront pas de toute façon par les institutions. En 1958, les institutions ont contribué à résoudre la crise, mais pas seulement. C'est aussi le général de Gaulle, parce qu'il avait fait le 18 juin, parce qu'il n'avait aucune tentation dictatoriale, qui a permis d'éviter que le pays sombre dans la guerre civile. Il faut quand même ramener... On reviendra sur le problème de la démocratie en tant que telle et savoir si notre Constitution est assez démocratique ou si elle pourrait l'être bien davantage. Mais d'abord, restons un temps sur cette réforme du quinquennat. Est-ce que ça a introduit du court-termisme, parce que ça fait partie des mots qui sont aujourd'hui à la mode, et Henri Guénaud insistait sur le temps long, qui était le privilège du président à l'époque, oui, mais alors, où son mandat durait 7 ans. Le mandat de 7 ans se justifie si précisément le président est en retrait à une position d'arbitre. Or, très vite, le président de la République est devenu un capitaine. Donc un capitaine doit être, plus fréquemment en contact avec le peuple. 7 ans, oui, quand le président est un arbitre, est un monarque, il est au-dessus. 7 ans, quand il gouverne, c'est long. Et le président Pompidou, parce que vous parlez de la réforme de 2000, mais c'est en 1973 que le président Pompidou, précisément sur cette argumentation, en disant, bon, maintenant, puisque c'est le président qui gouverne, il faut qu'il ait un contact plus fréquent avec le peuple. Donc 5 ans.
Bon, la réforme a échoué en 73, elle a réussi en 2000. Elle a réussi en 2000, vous disiez tout à l'heure Chirac. C'est pas Chirac qui l'a voulu, c'est Jospin et Giscard. Giscard. Pour embêter Chirac. Donc, si vous voulez, il y a... Oui, c'est vrai, mais on se souvient que c'est sous Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac, mais Jacques Chirac était pas d'accord. Mais bon, il y a eu cette alliance de Giscard pour embêter Chirac et empêcher Chirac de faire un mandat de 7 ans, qui s'est allié avec Jospin pour... Bon, bref, ça c'est des détails amusants. Mais je crois qu'à partir du moment où le président gouverne, je pense qu'il y avait une certaine logique à raccourcir le mandat, puisque ceux qui gouvernent en Europe gouvernent 4 ou 5 ans. Merkel, Theresa May, etc. Les mandats de ceux qui gouvernent est plus de 4 ans que de 7 ans. Au bout de 4 ans, ils remettent leur mandat en cause. Donc là, le président de la République remet son mandat en cause au bout de 5 ans. Là où ça pose un problème, c'est lorsqu'on a inversé l'ordre des élections et qu'on a mis les élections législatives 3 ou 4 semaines après l'élection présidentielle. Pour les Français, c'est plié. On a voté au présidentiel, le reste, c'est plié. On revote pour le même. Et on revote pour le même. On a bien vu avec le président Macron qui a été élu, il n'a aucun parti, vous mettiez Macron et personne ne le connaissait, il était élu. Donc, mais c'était la même chose en 81, c'était la même chose en 62, lorsque il y a eu la dissolution de 62. On a choisi l'efficacité, il vaut mieux quand même donner une majorité au président qu'on vient d'élire. Sauf que les seules fois où la Constitution de 1958 a été appliquée, c'est en période de cohabitation. Parce que dans ces périodes-là, c'était le Premier ministre qui déterminait la politique du pays. Jacques Chirac a privatisé, Mitterrand était contre. Jacques Chirac a rétabli le scrutin majoritaire, Mitterrand était contre. Quand Jospin a fait les 35 heures, Chirac était contre. Jospin a fait le Pacs, Chirac était contre. C'est le Premier ministre qui déterminait et conduisait la politique du pays. Et le président était en retrait. Alors Mitterrand faisait le tribun tonton avec nous, et donc ça lui a permis d'être réélu. Même chose pour Chirac. Oui, c'était très bon pour se faire réélire. Voilà, même chose pour Chirac, mais les périodes de cohabitation sont les périodes où chacun a retrouvé le rôle que l'écrit constitutionnel leur impliquait. Et après, le fait de coller les deux élections a supprimé cette possibilité, ou en tous les cas a réduit la possibilité de cohabitation, puisqu'on attendait de l'électeur, comme on dit en économie, un comportement rationnel. Vous avez élu pour Macron, élisez une majorité macroniste. Vous avez élu Hollande, élisez, etc. Donc, je pense que là, il y a un défaut de nos institutions, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, parce que moi, je suis juriste et constitutionnaliste, donc j'attache beaucoup d'importance aux institutions. S'il n'y a pas d'institution, si vous voulez, comment dire, c'est comme les montres de Salvador Dali. On est bien d'accord. C'est mou. C'est mou. Et donc, pour qu'une société tienne debout, il lui faut des institutions. Alors la question, c'est ce sont des institutions démocratiques, que ce soit des institutions qui soient contrôlées, mais il faut des institutions. Parce que les institutions, si vous voulez, je crois que c'est un canal de communication entre les gouvernés et les gouvernants. Oui, mais moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Je disais juste que la crise que nous vivons actuellement n'est pas liée aux institutions. C'est tout ce que je voulais dire. Un mot sur le mandat de 5 ans, Yves Saint-Thomas. Oui, bon, je pense que franchement, quand on parle du temps long, entre 5 ans et 7 ans, ça ne fait pas une grande différence. Quand on veut lutter contre le réchauffement climatique, ce n'est pas 5 ans ou 7 ans qui va changer quoi que ce soit. Je crois que ce que ça a changé, c'est qu'on avait déjà un Parlement qui était largement croupion, et que si on l'élit immédiatement après le président de la République, il l'est encore plus. Donc, de ce point de vue-là, ça a été négatif, et ça a enlevé la possibilité de la cohabitation, qui permettait non seulement d'instituer une alternance plus rapide lorsque les citoyens n'étaient pas contents de l'action menée, mais qui permettait aussi que cette figure d'incarnation de la nation que représente le président ait un pouvoir plus symbolique que réel. Après tout, quand on regarde Steinmeier en Allemagne, ou le président de la République italienne, ce sont des figures symboliques qui peuvent avoir, dans des moments de crise en particulier, une véritable autorité, encore faut-il qu'ils la gagnent moralement, ce qui n'est pas le cas ici. Ceci dit, et là je suis d'accord avec ce que vous avez dit, il faut relativiser les comparaisons positives ou négatives avec nos voisins. La crise, elle est partout.
et j'en suis d'accord, parce que ces constitutions, elles ont des airs de famille tout de même. On reste avec des gouvernements représentatifs. Mais oui, c'est peut-être ça aujourd'hui, et on y reviendra, qu'il faut interroger. Et puis, par ailleurs, on a des transformations sociales de l'ordre géopolitique mondial qui impactent fortement les institutions, quelles qu'elles soient. Donc c'est vrai qu'il faut relativiser la question des institutions. Il n'en reste pas moins qu'elle a une certaine importance. Alors, passons à toutes les réformes du Conseil constitutionnel. Vous avez insisté à plusieurs reprises là-dessus, Henri Guénaud. À partir de 71, on met dans le préambule de la Constitution la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et à partir de ce moment-là, les juges constitutionnels vont devoir, au moment où ils examinent la loi, voir si c'est compatible avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ensuite, en 74, les parlementaires peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Puis, avec Nicolas Sarkozy, il y a la question prioritaire de constitutionnalité qui peut se poser, et n'importe qui, l'un d'entre nous, peut saisir à son tour le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que ça change pour vous, Henri Guénaud ? Ça change beaucoup. C'est une vraie révolution. Ça change beaucoup de choses. Il faut rajouter à ça les pouvoirs qu'ont donnés en réalité aux juges les traités européens, qui ont été intégrés dans la Constitution et qui permettent de jouer en passant parfois allègrement par-dessus, pour les juges, par-dessus la Constitution. On dit maintenant que finalement la loi se fait dans le dialogue des juridictions beaucoup plus que dans les parlements. Enfin, la loi applicable aux citoyens. Si vous voulez, moi, quand j'étais étudiant, on m'apprenait, le plus grand juriste de l'époque me disait, le principe fondamental, c'est que le juge ne juge pas le législateur. Bien, c'est terminé, le juge juge le législateur. Ce qui, moi, me choque dans cette histoire, c'est pas le fait que le citoyen se voit reconnaître plus de droits, c'est le fait que on a dessaisi le pouvoir politique, démocratique, qui a des comptes à rendre au peuple, au profit de juges ou de sages, puisque le Conseil constitutionnel n'est pas encore une juridiction, mais enfin, il est en train de le devenir, qui n'ont de compte à rendre à personne et aucune légitimité pour faire la loi. Or, quand vous introduisez le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous introduisez dans le système juridique un texte qui est un texte philosophique et non pas juridique. Donc il laisse une marge d'interprétation considérable aux juges. Or, ce texte est très intéressant d'en regarder l'histoire. Il a eu une importance absolument décisive sur les droits des citoyens et sur le passage des sociétés de l'Ancien Régime aux sociétés modernes et démocratiques sans avoir de portée juridique. Sa portée morale, philosophique, politique a été tout à fait déterminante. Elle n'avait pas besoin de se transformer en texte juridique, sanctionné juridiquement par le juge. Aujourd'hui, on a un juge qui décide ce que veut dire le principe d'égalité, par exemple, ou la liberté. Fraternité. Ou la fraternité maintenant, puisqu'on vient de le rajouter. Je vous donne un exemple. Il existe dans la Constitution, un exemple, fraternité, oui. Et là, pas dans la déclaration de 89. Oui, mais c'est très intéressant que le juge décide maintenant d'en faire un concept juridique. Bon. Un exemple tout simple, quand vous dites à un Américain qu'en France, vous interdisez le port de la burqa. Bon, l'Américain trouve que c'est une atteinte absolument démesurée à la liberté individuelle. Le Français, non. Même la Cour européenne des droits de l'homme, pourtant si pointilleuse, ne l'a toujours pas condamné. En France, par exemple, on poursuit les phénomènes sectaires. Aux États-Unis, c'est impensable, c'est une atteinte aux libertés fondamentales. Donc il y a une subjectivité très forte dans l'interprétation de ces libertés. Est-ce au juge qui n'a de compte à rendre à personne de décider quelle portée juridique on doit lui donner, quel contenu, quelle définition, pour l'appliquer ensuite à des litiges, soit des citoyens, soit des citoyens avec l'État. Voilà, simplement, quand vous dites c'est le juge qui maintenant décide, c'est un petit peu un raccourci au sens où il y a une dialectique qui s'instaure. Certes, les juges peuvent interpréter la Constitution, censurer le législateur, mais si le législateur décide de changer la Constitution pour répondre à l'action des juges ou pour une autre raison, alors la Constitution est transformée. Nous nous trouvons dans une situation très différente de celle des États-Unis où la réforme de la Constitution, si elle est
théoriquement possible est en fait extrêmement rare, et en particulier au cours des dernières décennies a été quasiment impossible. Donc nous sommes dans une dialectique qui est un peu différente de celle de ce pouvoir tout-puissant que vous attribuez. Il n'en reste pas moins qu'un problème majeur est aussi la composition du Conseil constitutionnel actuel, avec des nominations croisées qui n'en assurent pas une qualité, disons, particulièrement remarquable, d'une part, et puis, et là, par contre, je vous rejoins, le gouvernement des lois, c'est toujours aussi le gouvernement des hommes. Les juges constitutionnels ou les sages constitutionnels sont aussi des humains, ils sont marqués par leur formation, leurs opinions politiques, et même s'ils sont tenus à une rigueur juridique, il ne faut pas la surestimer. On voit aujourd'hui, au Brésil par exemple, comment une action a priori juridique a pu aboutir à des conséquences politiques extrêmes, et comment d'anciens juges aujourd'hui prennent parti politiquement. On voit bien. Dominique Rousseau ? Oui, je crois que le contrôle de constitutionnalité de la loi, c'est-à-dire la possibilité pour le juge d'annuler une loi votée par le Parlement, est la grande révolution juridique de la Ve République. Alors en bien ou en mal, mais en tous les cas, on est passé d'une culture de la loi à une culture de la Constitution. On est même peut-être passé là, à ce point-là, à la VIe République sans le savoir. Alors oui, ça peut-être. Si vous voulez, et ça se traduit par deux phrases. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit « La loi est l'expression de la volonté générale ». Et puis, un obiter dictum introduit par le doyen Vedel dans la décision du Conseil d'août 1985 et qui dit ceci, je cite, « La loi votée n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ». Autrement dit, depuis les années 1980, le vote d'une loi ne suffit plus pour faire volonté générale. Pour qu'un texte ait la qualité de volonté générale, il faut bien sûr qu'il soit voté par les élus, mais il faut en plus qu'il respecte les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution. Donc il va être examiné par des juges avant, pendant et après. Alors là, c'est après, avec cette idée, je crois enfin, deux idées qu'il faut garder, c'est que le Conseil constitutionnel, selon une formule célèbre, toujours du doyen Vedel, le Conseil a la gomme, il n'a pas le crayon. C'est-à-dire qu'il efface un article qu'il considère contraire à la Constitution, mais il laisse le Parlement réécrire la loi. Et je rajoute, puisqu'on parlait de la déclaration de 1789, dans la déclaration de 1789, les révolutionnaires ont expliqué avant pourquoi ils énonçaient ces droits. Ils disent « Nous énonçons ces droits afin de permettre aux membres du corps social de faire des réclamations fondées sur des principes simples et incontestables pour tourner au maintien de la Constitution, et comme c'était des jeunes, au bonheur de tous. Autrement dit, dans la déclaration de 1789, il rédige afin de permettre aux citoyens de faire des réclamations. La question prioritaire de constitutionnalité, le contrôle, c'est précisément le mécanisme permettant aux citoyens de réclamer. Parce que la démocratie, c'est pas simplement la représentation. C'est aussi les citoyens. Et si la représentation est nécessaire, la réclamation des citoyens contre les abus éventuels des représentants du peuple doit être organisée, notamment par le contrôle de constitution. Je vous interroge, je vous donnerai tout de suite la parole, Jacques de Saint-Victor, mais juste après une pause. 13 siècles déjà que juifs et musulmans vivent ensemble sur les mêmes terres. Comme dans les histoires de famille, il y a eu des hauts et des bas, mais jamais de cassure totale. L'idée est de vivre ensemble, de coexister. Il s'agissait de reconnaître la richesse de chaque communauté et de mesurer les conséquences néfastes des conflits entre ces communautés. Jusqu'à ce qu'à partir du début du XXe siècle, sionistes et nationalistes arabes s'efforcent de détruire systématiquement les liens qui unissent depuis si longtemps musulmans et juifs. On partage les mêmes chagrins, on partage les mêmes joies, on parle de la même manière. Comment peut-on être à la fois si proches, presque en osmose, voilà, et puis finalement se séparer? C'est une très grande énigme de la condition humaine.
venez de remporter un prix prestigieux, le Visa d'Or. Évidemment, j'étais très fière et très contente qu'enfin on mette un peu la lumière sur le Yémen. La population se sent complètement oubliée par la communauté internationale et piégée. Ça devient un luxe de se nourrir. Voilà, tout est une galère en fait. Qui est cet enfant? Ce petit garçon, il a 11 ans, il s'appelle Shaher et il a un fragment qui est planté dans la tête. C'est la guerre, mais il y a aussi des choses assez positives qui se passent. Souvent, on a tendance à toujours voir ces femmes comme des victimes, soumises. C'est faux. Il y a plein de femmes super courageuses. C'est des femmes incroyables et j'espère qu'elles feront des belles choses pour le Yémen. 60 ans après, que reste-t-il de la Ve République? Nous sommes avec Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, député de 2012 à 2017, l'auteur de De Gaulle au présent, qui était paru en 2015. Dominique Rousseau, professeur de droit à la Sorbonne et auteur de La Ve République se meurt, vive la démocratie et de radicaliser la démocratie. Jacques de Saint-Victor, historien du droit, professeur à l'Université Paris 13, qui vient de publier chez Economica une histoire de la République en France des origines à la Ve République. Et Yves Saint-Omer, professeur en sciences politiques à Paris 8, auteur d'une petite histoire de l'expérimentation démocratique. C'était sous-titré Tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours. La parole est à Jacques de Saint-Victor. Oui, je voulais juste un tout petit peu nuancer en tant qu'historien ce qui a été dit sur le caractère très rapidement juridique de la Déclaration des droits de l'homme. En réalité, non, parce que dès le départ, si vous voulez, ce que les constituants voulaient absolument mettre en évidence, c'est la souveraineté du peuple ou souveraineté nationale. Enfin bref, les termes sont à peu près équivalents. Et d'ailleurs, pendant à peu près 2 siècles, et vous êtes vous-même à le reconnaître, puisque c'est une véritable révolution en réalité, ce qui s'est passé en 1971, pendant à peu près 2 siècles, toute la tradition républicaine a été dans le refus de donner à la Déclaration des droits une dimension juridique, une dimension même constitutionnelle. Bon. D'ailleurs, au début du XXe siècle, en 1901, il y a une proposition qui est faite par la droite catholique monarchiste, Charles Benoît, pour justement essayer d'introduire un possible contrôle de constitutionnalité, pour faire très vite, dans la perspective d'ailleurs future de la loi de 1905, en se disant que si on a la possibilité de faire un recours aux droits de l'homme, on pourra empêcher la loi de 1905, la loi sur la laïcité qui se profilait déjà dès 1901 parce qu'il y avait eu la réforme des associations, etc. Donc en réalité, il y a eu une tradition pendant très longtemps qui est issue de la matrice révolutionnaire, qui est une tradition très hostile à cette possibilité de donner aux juges un pouvoir important. Alors, évidemment, c'est en partie un progrès. Toute la tradition révolutionnaire est contre le juge à cause de ce qui s'est passé avant la Révolution, c'est-à-dire le grand pouvoir qui avait pris les parlements. La tradition révolutionnaire française. Française, oui, bien sûr. Je parle tout à fait de la France. Et il y a peut-être, si vous permettez, mais vous êtes plus calé que moi sur l'histoire, mais je crois que Condorcet et Hérault de Séchelles ont déposé une proposition de loi où précisément il y avait une forme embryonnaire, une forme de contrôle de constitutionnalité. Certains Girondins sont inspirés des modèles américains. Voilà. Et on retrouve même, ce qui est amusant quand on regarde dans les archives, on trouve même le mot conseil constitutionnel. Oui. Ou jury constitutionnel avec Sieyès. Mais alors là, pour le coup, c'est contre-performant parce que justement, c'est attribué au pouvoir impérial. En fait, notamment au début de la Troisième République, on ne veut pas de possibilité de recourir à une sorte de jury constitutionnel ou de conseil constitutionnel parce que les constitutions de l'Empire avaient prévu ce système. Le Sénat, notamment, était une sorte de juge constitutionnel. Bref, je ne rentre pas trop dans les détails, mais il y a une forte tradition française, tout à fait française, hostile complètement à la tradition, notamment nord-américaine, qui est de refuser le pouvoir du juge, parce qu'en France, depuis les parlements d'Ancien Régime, on a peur du juge. Et alors, ça m'amène à une nuance et une précision, à mon sens, sur le débat actuel. La question est de savoir... Est-ce que ces réformes, c'est des réformes démocratiques, comme vous l'avez dit, ou ce sont des réformes libérales? Et vous savez, il y a un théoricien du droit qui s'appelle Michel Tropper qui dit nous ne vivons pas vraiment dans des démocraties, nous vivons dans ce qu'on peut appeler, dans la tradition des grands régimes politiques, des régimes mixtes. Peut-être ne peut-on pas y échapper. Ça, c'est un autre débat. Mais il est clair que nous avons une partie de l'expression démocratique, à travers notamment le système représentatif,
avec les critiques qu'on peut en faire, on va en parler. Et nous avons une sorte de pouvoir aristocratique. Qu'est-ce que c'est un régime mixte dans la tradition d'Aristote? C'est le mélange d'un régime aristocratique, d'un régime démocratique et d'un régime monarchique. La tradition grecque, disons, c'est l'articulation de ces trois régimes qui permet de créer ce qu'on appelle le meilleur régime. On a besoin du démos, on a besoin des sages, et pour certains, on a même besoin d'un pouvoir arbitre qui mène un peu la politique de la nation. Et peut-être sommes-nous en train de redécouvrir ces éléments-là. Et donc, ça ne la rattache pas nécessairement à la politique démocratique ou à des avancées démocratiques. Ça nous ramène à des idées très anciennes, qui est qu'en effet, on a peut-être besoin de modérer le démos par un certain nombre d'avis des sages. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, évidemment, de toutes les révisions qu'a subi la Constitution de 58, mais néanmoins, on lui a toujours reproché, une partie des Français lui a toujours reproché de ne pas être assez démocratique. C'est votre cas à tous les deux, pour des raisons différentes. Alors, en quoi, encore aujourd'hui, pour vous, Yves Saint-Omer, la Constitution de la Ve République n'est pas assez démocratique, et cela pourrait être une des raisons qui font qu'il y a aujourd'hui des doutes quant à la démocratie représentative en général, et à la nôtre en particulier. C'est d'abord exorbitant de penser que le démos aurait pour synonyme les députés et les législateurs. En tout cas, c'est pas ce que pensent les Français aujourd'hui, ils ont raison. Ça ne veut pas dire qu'ils ne représentent rien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne représentent rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les élections. Mais quand on essaye de penser justement en termes de régime mixte ce système représentatif, eh bien finalement, les élus qui ont l'essentiel du pouvoir, et de ce point de vue-là, on peut mettre ensemble le président de la République et les deux chambres, représentent une aristocratie élective. Elle est élue par les électeurs, mais une aristocratie au sens où les pouvoirs de décision dans un pays comme le nôtre des simples citoyens sont réduits à peu de choses. Mais néanmoins, pardon juste de préciser, une aristocratie dont on a limité quand même le nombre de mandats et même peut-être le nombre de mandats dans le temps. Bien aussi, sûr, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire que c'est la même chose, mais il faut aussi limiter la qualification de démocratique à un tel système. Mais au-delà, je pense que quand on essaie de prendre un peu de recul historique, au XXe siècle, les démocraties occidentales, au sens large du terme, et en mettant toutes les différentes constitutions occidentales dans le même sac pour le besoin de la cause, ont été très différentes de la politique du XIXe siècle, de la Troisième République. Quand vous ajoutez le suffrage universel, tout court, pas simplement masculin, les partis de masse qui ont permis une véritable inclusion des citoyens dans le jeu politique, alors qu'ils en étaient très largement, légalement ou de facto, distants ou exclus auparavant. Et l'État social, on a eu quelque chose de complètement différent. On a eu une démocratie 2.0. Est-ce qu'on peut penser qu'au XXIe siècle, on va avoir la même chose que la démocratie du XXe siècle ? Qu'avec les évolutions sociales majeures comme celle d'Internet et des réseaux sociaux, on va pouvoir se contenter de réformettes plutôt que d'avoir une démocratie 3.0. Je pense que c'est une illusion. Directe, en fait, plus directe. Pas simplement. Je pense que personne n'a les clés de ce qui devrait être. Mais en tout cas, ce que nous devrions nous poser comme objectif, comme tâche aujourd'hui, c'est de penser une démocratie pour le XXIe siècle qui sera très différente de celle du XXe. Moi, Jacques de Staël-Victor, je comprends le fondement de votre raisonnement parce qu'il y a une véritable crise de confiance. Ça, c'est une donnée indéniable de toutes les démocraties aujourd'hui. Les citoyens ont perdu la confiance dans les élus. Il y a un lien qui s'est rompu. Ça, c'est indéniable. C'est le point de départ de vos travaux, d'ailleurs. Mais alors, le problème, c'est de savoir justement quelle peut être la réponse à cette crise de confiance. Moi, je suis très préoccupé par un certain nombre, ce n'est pas le cas de ce que vous avez dit, mais un certain nombre de propositions qui sont faites, et notamment, moi j'habite une partie de l'année en Italie, donc je vois très bien ce mouvement 5 étoiles qui s'est développé et qui aujourd'hui est au pouvoir avec Matteo Salvini. Mais Matteo Salvini, c'est du populisme, je dirais, très classique. Le mouvement 5 étoiles, c'est un mouvement notamment qui a beaucoup œuvré en faveur de ce qu'un grand théoricien, Giovanni Sartori, appelle le directisme, c'est-à-dire une forme de démocratie directe, notamment rendue possible parce qu'il y a aujourd'hui Internet, et qu'on pourrait, au fond, Grillo l'a dit, le chef de ce mouvement, on pourrait se passer, après tout, du Parlement, on pourrait se passer des partis politiques, on pourrait se passer de tous les intermédiaires, puisque ce sont des
des bloqueurs, des gatekeepers, des gens qui empêchent finalement le peuple de s'exprimer. Et ce mouvement-là, attention, il va conduire à des formes de démocratie directe qui, à mon sens, ne sont pas du tout dans celles que vous espérez, parce qu'ils vont au contraire complètement à l'encontre d'une perspective véritablement démocratique. Parce que, et là on revient aux vieux écrits traditionnels, Rousseau par exemple, a écrit des choses sur la démocratie directe. Il est très 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 préoccupé par la question de la démocratie directe. Elle conduit, dit-il, nécessairement à la guerre civile, parce que chacun ayant pas l'avis de l'autre, il y a nécessairement, au bout d'un certain nombre de réflexions, de délibérations, des sortes de jeux à somme nulle et non pas à somme positive, comme le prévoyait et le prévoit peut-être encore les systèmes délibératifs classiques. On peut espérer. Je reconnais qu'ils sont en crise, mais moi j'ai très très peur de ce mouvement de démocratie directe qui monte, avec un discours préalable positif, c'est donner plus de démocratie au peuple, mais les conséquences peuvent être extrêmement négatives. Donc, vous voyez donc bien l'importance des institutions. Oui, bien sûr. L'importance des institutions dans le fonctionnement d'un système politique. Mais vous m'avez encore une fois mal compris. Je suis tout à fait favorable aux institutions, je les enseigne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que les institutions pour expliquer notamment la crise de confiance dont nous venons de parler. Bien sûr. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur démocratie libérale, régime mixte. Je crois qu'au départ de la discussion, il faut peut-être aussi s'entendre sur le mot démocratie. Faut se souvenir qu'en 1789, Sieyès prononce un grand discours en septembre 1789 où Sieyès dit nous n'établissons pas la démocratie. La France n'est pas et ne saurait être une démocratie. C'est un régime représentatif. Enfin, on n'en est plus là. Voilà. Non, mais si on se réfère à Pierre Hadot, aujourd'hui, démocratie représentative apparaît comme une évidence, alors que c'est un contresens par rapport aux théoriciens de la Révolution de 1789. La question qu'on peut se poser, la question, je crois, qui est à l'origine de la crise, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le suffrage universel suffit pour faire lien? Est-ce que le suffrage universel suffit pour faire lien? Moi, ma réponse est non. Et est-ce que je suis, et je pense que que je reste dans la problématique démocratique en disant que est démocrate celui qui précisément reste soucieux que n'importe quel pouvoir ait des limites, et notamment les limites des droits fondamentaux. Le peuple n'est pas Dieu. Le peuple n'est pas Dieu. Ou alors vous avez une conception... Pourquoi vous refusez le mot libéral? Vous êtes libéral, mais c'est beaucoup plus dans une logique libérale que dans une logique démocratique. C'est Montesquieu, c'est tout à fait estimable. Je ne sais pas que je refuse, je vais vous dire pourquoi je ne refuse pas le terme libéral. Je le refuse d'autant moins que Viktor Orban, aujourd'hui, défend l'idée de démocratie illibérale. Et qu'est-ce qu'il veut dire par démocratie illibérale? Ça veut dire une démocratie qui ne respecte pas les droits fondamentaux, qui ne respecte pas la liberté universitaire, qui ne respecte pas la liberté des vues. Donc, si une démocratie libérale, c'est une démocratie qui respecte la liberté universitaire, qui respecte la liberté de la presse, qui respecte la liberté des juges, je suis pour une démocratie libérale. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut faire attention, parce qu'on va dire vous n'êtes pas dans la pensée démocrate parce que vous êtes pour le respect des droits fondamentaux. Bon, si. C'est pas, je veux dire, on peut... Je ne disais que ça n'était pas la logique démocrate. Et je me permets juste d'ajouter un point. Est-ce que vous ne croyez pas que la victoire de ces démocrates illibéraux, que ce soit Orban, que ce soit en Pologne, que ce soit maintenant en Italie, puisque le discours d'Orban est repris par Matteo Salvini, et peut-être même au-delà par beaucoup d'autres acteurs. Est-ce que ce n'est pas aussi une réflexion implicite, on le voit dans les discours d'Orban, parce qu'il y aurait trop... Alors ça va vous choquer évidemment, mais il y aurait trop de pouvoir donné justement aux juges et qui viderait. Ça, c'est la thèse de Gaucher. Bah oui, mais je la trouve assez pertinente. C'est la thèse de Gaucher ou c'est la thèse de Le Goff? Il y a trop de droits. Non, il n'y a pas. Non, mais il n'y a jamais assez de droits. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment où il y a aussi la nécessité du politique. Franchement. Et il y a parfois une collision entre les deux. Vous parlez de Pepe Grillo. Bon, moi, il y a une phrase qui me fait très peur de Pepe Grillo et qui me semble être transcontinentale. On la trouve dans le candidat d'extrême droite au Brésil, on la trouve aux Pays-Bas, on la trouve. Bon. Et c'est quoi cette phrase?
C'est Bébé Grillo qui, le 5 décembre 2016, je crois, à la veille du référendum sur la révision de la Constitution, il fait un meeting à Rome. Qu'il a gagné d'ailleurs. Qu'il a gagné. Non, il est pour le non. Très bien, c'est son droit. Et pour le non. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Italiens, ne votez pas avec votre raison. Ne votez pas avec votre cerveau. Votez avec vos tripes. Parce que le cerveau fait commettre des erreurs. Mais pour moi, la démocratie, c'est l'exercice raisonné d'un débat public. Et tout ce qui est en train de se développer actuellement, c'est les tripes. C'est le truc de Chantal Mouffe, c'est Schmitt. Est-ce qu'on peut simplement opposer la tripe et la raison? S'il n'y avait pas eu les tripes, il n'y aurait pas eu de révolution. Oui, mais je pense que quand vous réduisez la démocratie à un simple débat de qualité raisonnable, je pense que c'est un élément incontournable de la démocratie. Réduire la démocratie à cela serait très réducteur. Je n'en dis pas. Oui, je crois qu'on est parti assez loin de la Ve République. Non, on n'y est pas si loin parce que... Mais ce dont on parle est beaucoup plus profond que la simple critique des institutions de la Ve République. Puisqu'on parle de la crise de la politique, soyons clairs, effectivement, on ne peut pas opposer la raison et les tripes. La pire erreur qui va nous mener au drame, c'est-à-dire à la révolte des tripes, c'est cette idée folle de vouloir mettre le gouvernement d'un pays à l'abri des passions populaires. Voilà. La politique existe pour une bonne raison. Elle existe parce que la condition humaine est tragique, parce que il y a souvent des légitimités opposées qui s'affrontent et qu'il faut les trancher. Que vous ne les tranchez pas simplement en raison, vous les tranchez en morale, vous les tranchez en sentiment, vous les tranchez en conception conception que vous faites de ce qui est bon ou mal. Ça n'a rien à voir avec le simple exercice de la raison. Non, mais... Et si vous écartez tout cela, c'est-à-dire la raison même pour laquelle la politique existe, mon sens, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'elle est née, ce que nous appelons la politique, est née en Grèce en même temps que la tragédie. C'est un problème essentiel de la condition humaine qui est posée par la politique. Si vous la niez et que vous la remplacez par la raison ou par le droit, c'est-à-dire par la procédure, par la règle posée à l'avance, qu'il faut fondre sur un droit naturel, soi-disant l'expression de la raison universelle, vous allez provoquer une révolte de l'instinct, une révolte des passions, une révolte des sentiments. C'est ce qui est en train de se passer. Oui, à ce moment-là, les institutions, elles seront balayées. Sauf que ma conviction, si vous voulez, je ne nie pas les passions et je n'oppose pas les passions à la raison. Alors nous sommes d'accord. Non, ce que je dis, c'est que ça démarre des passions. Évidemment, ça démarre des passions. Mais ensuite, il faut un exercice raisonné sur les passions. Si ma fille est tuée demain, ma passion première, ça va être de tuer celui qui a tué ma fille. Bon, il faut que, si je vois un étranger en situation irrégulière, je l'expulse. Donc, les passions premières, c'est je suis misogyne, je suis homophobe, je suis etc. Bon, ça c'est la réaction première. Et ces réactions premières, il faut effectivement les laisser parler, mais il faut un travail de la raison. Oui. Sinon, c'est le siècle des Lumières. Qu'ont fait le siècle des Lumières, c'est sinon précisément où on retrouve Spinoza, c'est partir des passions et puis faire ce travail de Norbert Elias sur le procès de civilisation, c'est-à-dire partir des passions et faire en sorte que ces passions ne soient pas destructrices du vivre ensemble. Mais je voudrais reposer la question que posait Yves Saint-Omer tout à l'heure, qui me semble quand même importante. Est-ce qu'on peut penser que aujourd'hui, au XXIe siècle, dans une société qui a quand même considérablement changé, évolué, on va pouvoir continuer d'être gouverné ou de gouverner de la même manière qu'au XXe siècle. C'est quand même aussi cette question que se posent tous ceux qui, pour des raisons différentes, commencent à douter de l'efficacité de la démocratie représentative. Non pas parce que c'est une démocratie représentative, mais parce qu'elle paraît datée, fatiguée, comme vous disiez. Oui, mais alors à ce moment-là, la remplacer par quoi? Ça va pas être le sondage quotidien des 60 millions de Français qui vont voter électroniquement pour savoir s'il faut pas rajouter une loi après un nouveau fait divers. Non, mais je crois qu'il faut faire attention à des jugements trop rapides, à l'emporte-pièce sur les phénomènes nouveaux. Quand on dit « Ah, la démocratie électronique, Beppe Grillo, c'est très mauvais »,
il faut regarder le Brexit, la démocratie directe, c'est très mauvais. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais on entend souvent cet argument-là. Et du coup, il ne faut pas introduire le référendum ou il ne faut pas introduire la démocratie électronique. Poussons le raisonnement jusqu'au bout. Puisque Donald Trump a été élu démocratiquement, entre guillemets, c'est très mauvais, supprimons les élections. Parce qu'Orban a été élu démocratiquement, supprimons les élections. Il faut au contraire, je crois, prendre au sérieux des nouveaux instruments, des nouvelles procédures et se demander comment et à quelles conditions elles peuvent servir positivement ou pas. Je prends un exemple très concret. En Irlande, il y a quelques mois, le peuple irlandais a voté par référendum une révision constitutionnelle autorisant l'avortement. La proposition de réforme constitutionnelle, on le sait peu, a été émise par une assemblée citoyenne tirée au sort, qui a discuté de plusieurs choses et qui a notamment proposé ça. Le Parlement l'a rectifié un petit peu pour qu'elle soit dans les clous, disons, juridiques. Et puis, il y a eu un vote. Cette procédure a permis, non pas d'éliminer les fake news, non pas d'éliminer les passions, mais d'introduire un moment de délibération par des citoyens ordinaires, au-delà des partis, pour sortir d'une situation qui semblait bloquée et qui correspondait à l'évolution de la société irlandaise. Je crois que c'est un exemple, parmi d'autres, ce n'est pas une solution miracle, mais un exemple parmi d'autres de dynamique très très différente. Mais pensons à ce que serait aujourd'hui la proposition de réforme des retraites, quelque chose de tout à fait fondamental dans notre pays aujourd'hui, si on faisait quelque chose de cet ordre-là. Ça serait autre chose que des jeux de partis qui aujourd'hui continuent à sélectionner le personnel politique, mais dont on voit bien que les citoyens ne s'y reconnaissent plus. Prendre ces expériences au sérieux, ça veut dire aussi les étudier de manière extrêmement précise. Moi, en 2014, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Les antipolitiques », qui justement examinait Grillo, son expérience de l'intérieur. Aujourd'hui, vous aurez, je pense, du mal à me dire que l'expérience actuelle de l'Italie, gouvernée en partie par les 5 étoiles, est la même chose que votre expérience irlandaise, dont je ne nie absolument pas l'intérêt. Je dirais même, un des avantages de ce que vous avez souligné, c'est que il y a une crise de confiance, il faut essayer de redonner de l'intérêt des citoyens à la question démocratique. Et donc, en effet, ces formes de votation ou de tentatives de mobiliser un peu les... D'assemblées citoyennes. D'assemblées citoyennes. Il y en a en sciences, il y en a dans de nombreux domaines. Ce n'est pas en soi mauvais, au contraire, puisque nous sommes bien d'accord qu'il y a une crise de confiance. Je dis simplement que il faut faire quand même très attention à ce que ça ne soit pas, d'une part, un miroir aux alouettes, et ça peut l'être par moment, parce que, vous le savez très bien, la mobilisation citoyenne, malgré tout, surtout dans une société comme les nôtres, très de l'homo economicus, tout le monde s'intéresse d'abord et avant tout à son propre sort. Alors, il faut essayer de trouver un moyen d'éviter cela, mais bon, ça existe, c'est une donnée. Donc, il y a quelques mobilisés, et puis tout le reste, au fond, laisse la partie. Et donc, ça fait tout de même une mobilisation citoyenne extrêmement limitée et à des petits groupes extrêmement actifs. Ça, c'est le premier danger. Et puis, le deuxième danger, je le redis, parce que vraiment, moi, j'ai eu l'occasion de le constater. Grillo a un blog. Enfin, Grillo, maintenant, il n'existe plus. C'est le 5 étoiles a devenu quasiment une institution, puisque c'est le parti au pouvoir. Ils ont des blogs dans lesquels s'exerce une tentative justement de prise de parole citoyenne constante. Et vous les avez certainement examinés. C'est effrayant, quoi. C'est le déversoir à tout et n'importe quoi. C'est Internet, ce qu'on peut voir et que chacun d'entre nous peut constater. Ça me semble très délicat pour sortir la politique de l'impasse. On arrive à la fin de cette émission. Henri Guénaud, vous, comment vous voyez comment sortir de cette impasse ou de cette crise? D'abord, il est assez compliqué de comparer la situation actuelle, de dire il y a une situation au XXe siècle, une autre au XIXe et une autre au XXIe. Dans les années 30, on avait à peu près la même crise qu'aujourd'hui. Bon, voilà, on voit bien qu'on n'aurait pas pu la résoudre avec des expérimentations politiques, quel que soit par ailleurs leur intérêt. Les choses se passaient ailleurs. Et ça se passe toujours de la même façon quand non pas la démocratie est fatiguée, mais quand les partis sont fatigués, quand les peuples sont fatigués, quand ils se replient, quand la classe dirigeante ou la classe politique n'est plus du tout en harmonie avec le peuple. Et il y a des moments où on ne peut pas résoudre démocratiquement ces problèmes. Je vous en donne un simple exemple. La 4e République,
Bon, 4e République, vous avez un système politique qui aboutit au résultat suivant. Au cœur du système politique, vous avez les politiciens de métier, les partis dits de gouvernement qui s'échangent le pouvoir, qui s'allient, qui verrouillent le système aussi avec les apparentements. Et puis, vous avez par ailleurs la majorité des Français qui votent pour des partis beaucoup plus radicalisés, le RPF du général de Gaulle, pour faire simple, et le Parti communiste. Il n'y a pas d'entente possible, contrairement à l'Italie, entre ces deux partis. Donc, il n'y a pas dans l'arithmétique démocratique de sortie possible de cette situation. Et on n'en sort d'ailleurs pas par la démocratie, mais par le 13 mai 58. Voilà. Et dernier mot, parce que l'émission se termine. Oui. Un dernier mot, Dominique Rousseau. Un des problèmes pour les constitutionnalistes, je crois, notamment, et plus généralement, c'est de trouver les mécanismes permettant aux citoyens d'exercer leur métier de citoyen entre deux moments électoraux. Aujourd'hui, la démocratie se joue tous les dimanches, et après on demande aux gens de rentrer chez eux. Tous les dimanches, non. Enfin, tous les dimanches, tous les dimanches, tous les 5 ans. Tous les dimanches, tous les 5 ans. Et donc, je pense que ce qui est à inventer aujourd'hui pour le XXIe siècle, c'est précisément les mécanismes, les procédures, les institutions qui permettent, entre deux moments électoraux, aux citoyens d'intervenir dans le processus de production de la loi. Ça peut être inscrire dans la Constitution l'obligation pour les députés de réunir leurs électeurs dans leur circonscription afin de débattre des projets et propositions de loi avant qu'elles soient débattues à l'Assemblée nationale. Ces projets et propositions, ils passent bien devant le Conseil d'État. Ils pourraient quand même bien passer aussi devant les assemblées citoyennes. Ça ne doit pas se faire à la hauteur. Voilà, ça ne doit pas se tomber en gâchette. C'est une réformette. Et puis, il ne faut pas quand même perdre de vue la nécessité de la décision politique. Parce qu'une des raisons de la crise du politique, c'est que les électeurs ont le sentiment que les politiques ne font plus véritablement la politique parce qu'elle se fait ailleurs. Et ça, je pense que c'est la raison fondamentale de cette défiance vis-à-vis du politique. C'est pour ça qu'il faut remettre le citoyen dans le processus de formation de la volonté générale. Mais alors peut-être que le mécanisme auquel je pensais n'est pas le meilleur, une réformette, mais au moins essayons d'imaginer. Ça marche bien en démocratie locale. Les mécanismes. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. On se retrouve demain à 19h. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Ils sont élevés dans un seul but. Ils ont un